Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Chef. Aujourd'hui, à mon micro, un grand nom de la gastronomie. Vous allez découvrir le parcours, l'histoire et la vision d'un des chefs les plus célèbres de France, qui compte pas moins de 13 étoiles aujourd'hui, Yannick Alléno. Rendez-vous au pavillon Le Doyen, au pied des Champs-Élysées, à Paris, où Yannick Alléno déploie sa cuisine et sa réflexion autour de 3 restaurants. Ouais, au pavillon Le Doyen, il y a 3 manières d'aborder son univers, et pour ces 3 tables, le chef a réussi à décrocher en tout 6 macarons, ce qui en fait l'adresse la plus étoilée du monde. Très posé, il est arrivé dans le salon où nous nous étions installés. Il s'est assis face à nous, souriant, serein, fidèle à l'image qu'on connaît de lui, impeccablement coiffé, et je me suis demandé ce qu'on allait découvrir de son histoire. Car depuis le début, il existe pour moi une zone de mystère autour de Yannick Alléno. Il a beau avoir répondu à des centaines d'interviews, faire partie de la caste des chefs les plus récompensés dans le monde, jusque-là je ne parvenais pas à saisir qui il était véritablement. Des heures d'entretien ont donc débuté avec ce mystère et l'envie de savoir quelle est la fibre de sa cuisine. Où a-t-il puisé les ressources pour construire ce parcours exceptionnel ? Sur quelles valeurs ce chef mondialement reconnu a-t-il bâti sa carrière ? Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et voici donc l'histoire de celui que rien ne semble pouvoir arrêter, un homme insatiable. Voici l'histoire de Yannick Alléno. Mes parents étaient gérants de café et tabac et travaillaient sur certaines affaires de 6h à 2h du matin. Donc, notamment sur des affaires comme le Maryland à Suresnes où ça faisait, un ordre d'idée, 30 000 francs de tabac par jour. C'est des grosses affaires. Ça faisait du PMU où les gens étaient rangés sur 3 ou 4 rangs, comme ça, attendant de faire poinçonner son ticket de PMU. Donc, c'était des affaires où il fallait beaucoup travailler. Voilà, je me suis retrouvé très tôt dans cet environnement de café-tabac, de plat du jour, de l'envie de parler avec des gens. Je pense, je sais pas, à 6-7 ans, je rendais déjà la monnaie derrière le comptoir. C'était un bouillonnement de vie extraordinaire. Moi, je regardais la vie comme ça, les gens, avec beaucoup d'intérêt. Voilà, c'était une diversité, d'une joie incroyable. Le comptoir, le bistrot tel qu'on vivait à l'époque, était quelque chose qui permettait à tout tissu social de se retrouver. Il y avait des conversations, les gens se parlaient. Il y avait des éboueurs qui rencontraient ils étaient tous au même niveau, hein, un patron, une boîte, et puis c'était l'occasion de dire tiens, mon fils est pas trop mauvais à l'école, est-ce que tu veux t'en occuper, est-ce que tu le prendrais en stage? C'était la vie qui se faisait comme ça. Et je crois que ça a vraiment conditionné, je crois, ce que je suis. Oui. Je pense qu'on cuisine pas pour soi, et qu'on cuisine c'est un bel outil de séduction, on va dire. Et de ces époques-là, j'ai gardé cette envie de communiquer avec les gens. Ma grand-mère a eu 13 enfants, donc on était une grande famille. Hein. Grand-mère maternelle, côté de mon père, ils étaient 6. Donc j'ai plein de cousins, etc. Mais la plupart du temps, on descendait en Lozère chez ma grand-mère. C'était les saucissons qui pendent, une grande table, les haricots verts qui poussent tous en même temps, et une dizaine de cousins en train de les éplucher, de remplir des bouteilles, parce que ma grand-mère faisait les conserves en bouteilles, parce qu'elle avait gardé le réflexe de l'après-guerre où il n'y avait plus de métal, et elle gardait les bouteilles de Bordeaux bien précieusement, qui servaient à faire la conservation des sauces tomates, des haricots verts, et notamment du poulet à la bouteille. Donc, vous voyez, c'était conditionné de façon très simple, de conditionner de façon très naturelle, on va dire. Ça a été un moment assez sympathique, ouais, ça c'est sûr. Et la fusion qu'il y avait avec ma grand-mère était intense. Moi, je me souviens, je suis allé la voir. Ma mère me dit, écoute, mémé va pas bien, il faut que tu descendes 192. Tu descends de la voir, elle reconnaissait plus personne, elle avait perdu la vue.
Et je suis rentré dans la chambre, elle s'est relevée sur son lit, je sais pas, elle m'a senti, elle a dit « Yannick, sois un bon cuisinier ». C'était la dernière phrase qu'elle m'a dite. Et moi, j'ai voulu devenir cuisinier grâce à un cousin. Parce que, en fait, il y avait tellement de jeunes enfants qu'on était sous la tutelle d'un plus grand qui était 10 ans notre aîné. Et moi, j'étais sous la tutelle de Jean-Marc Agnel et de Jean-Pascal Siancalport, qui était un autre de mes cousins qui avait 10 ans de plus que moi et qui finalement veillait sur vous. Et lui, il travaillait à l'époque, évidemment. Il avait 18-20 ans, il fallait qu'il bosse. Donc, et moi, il m'emmenait avec lui dans les cuisines à la Canourgue, c'est un petit village de la Lozère, chez Miremont, et je le regardais faire, je regardais ces gens s'agiter, etc. Et ce qui m'a fait penser que dès l'âge de 8 ans, je me suis dit, c'est ce métier-là que je veux faire. Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer. Je crois que peut-être que la fée cuisine s'est penchée sur mon berceau, tout simplement. Je me voyais jamais, j'ai jamais vu mon avenir dans autre chose que de la cuisine. Alors, j'imaginais pas faire ce parcours, j'imaginais pas être celui que je suis devenu, mais en tout cas, j'étais convaincu de vouloir faire ce métier. Moi, j'aime le travail. Je trouve que cette notion de travail est peut-être aujourd'hui un peu montrée du doigt. On n'a plus le droit de faire plus de 8 heures. Vous vous rendez pas compte, quelle honte. Mais moi, je trouve que le travail, c'est sain. Je veux dire, ça permet, je crois, à des gamins en errance, comme j'ai pu pouvoir l'être à un moment donné, de trouver une voie et de construire socialement. Donc le travail, c'est pas vulgaire, c'est pas dégueulasse. Au contraire, c'est quelque chose de sain. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Je me sentais bien à cette époque-là que dans un monde d'adultes, encadré par des adultes compétents. Donc j'étais bien encadré, de façon très serrée. J'étais un gamin qu'il fallait serrer, vraiment, parce que sinon j'aurais pu faire n'importe quoi. Donc quand on habite un banlieue, ça peut partir vite en sucette avec les fréquentations que vous avez. Et finalement, j'ai commencé à travailler très tôt pour ça. Donc 15 ans, mon père, donc vous savez, donc, on le disait tout à l'heure, dans un tabac, un bar tabac, un café où vous rencontrez tout le monde. Et mon père avait comme client un chef qui s'appelait Gabriel Biscaye, meilleur ouvrier de France, qui venait prendre son jus tous les matins et discuter, quoi. Un croissant, il repartait bosser. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et il a dit à mon fils de faire cuisinier. Enfin, je suis même pas sûr qu'il veuille le faire, mais envoie-le quelque part où il m'a envoyé chez comment ça s'appelle, Roi les Louis XIII, chez Emmanuel Martinez, qui avait 2 étoiles au guide Michelin. Mais alors attendez, vous avez 15 ans, vous avez rien vu et vous débarquez dans... Et vous c'est quoi l'effet que ça fait à ce moment-là, quand on a cet âge ? Vous savez, l'effet tutoriel est encore là en cuisine. Vous êtes tout de suite encadré. Tout le monde a vu certainement Ratatouille. C'est un peu le même principe. Un jeune est pris sous l'aile des grands et on avance ensemble. Mais vous auriez pu démarrer dans un restaurant d'une envergure un peu moindre. Ouais, encore une fois, la chance. Après, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Mais j'ai rencontré tout de suite l'excellence. Et là, je prenais mon pied, quoi. C'est fini pour moi. J'étais rentré là-dedans et je voulais plus en sortir. Et forcément, quand on joue et qu'on apprend, je suppose que dans le football c'est pareil, à jouer avec des bons, eh ben soi-même, je pense qu'on a des techniques, on a des regards, donc ça m'a donné une vraie impulsion. Et ensuite, et encore une fois, je pense avoir été un jeune qui écoutait les conseils. C'est-à-dire que je savais pas, donc je demandais. Et donc derrière, mais tu fais un apprentissage de pâtisserie. Donc j'ai fait un apprentissage de pâtisserie au l'hôtel Lutetia, où j'ai eu mon CAP. Voilà, c'était parti, quoi. À 15 ans, le jeune Aleno écoute, il suit les conseils et se retrouve donc au restaurant de l'hôtel Lutetia pour apprendre la pâtisserie. Mais ce qu'il va surtout découvrir là-bas, c'est le défi que s'est lancé le chef du restaurant, Jackie Fréon. 1987, c'est la première édition du Bocuse d'Or, ce concours que l'on considère aujourd'hui tout simplement comme le championnat du monde de cuisine. Le jeune Yannick Aleno voit Jackie Fréon se donner corps et âme pour préparer la compétition. Je voyais un chef passer des jours et des nuits à faire un truc. Robuchon venait le voir, lui donner des conseils, mais j'étais là, moi je regardais ça, je me suis dit waouh. Mon chef a été champion du monde de cuisine cette année-là, 87. Donc j'avais l'exemple. Donc quand j'ai fait mes premiers concours, je travaillais jour et nuit sur mon concours pour être le meilleur. Non mais il faut comprendre que j'étais un mec qui était à l'époque, encore maintenant, mais intarissable sur le travail. Je ne me contentais pas d'une journée. Même quand elle faisait 14 heures, ça me suffisait jamais. C'est bizarre, hein, mais je travaillais énormément. Je n'imaginais même pas. Et vous savez pourquoi ou pas ?
Non, j'en sais rien, je m'en fous. Enfin bon, j'aime ça. C'est votre truc, quoi. Ouais, j'aime ça. Ouais. Ma mère me disait, tu rentres à la maison, t'as les pieds ensemble, mon pote. C'est comme ça. Et encore une fois, c'est même pas quelque chose qui me... C'était pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Encore une fois, le travail, pour moi, n'était pas le sujet. Parce que c'est ma passion. Donc, pour moi, c'est pas un travail. Le chef qui m'avait donc permis déjà de faire ces 2 étapes, Biscay, qui est toujours un ami d'ailleurs, Biscay m'avait dit, écoute, faut que tu apprennes à faire du volume. Parce que notre métier, ce n'est pas que faire du 3 étoiles, loin de là. Donc, je te conseille d'aller voir Roland Durand, au Sofitel Porte de Sèvres. C'était un hôtel de 650 chambres. On faisait des banquets jusqu'à 1700. Et moi, j'étais chef de partie au banquet. C'est impressionnant. Là, vous avez des brigades de 80, 90 personnes. Vous avez une boucherie intégrée à l'hôtel, avec le chef boucher et ses 4 apprentis. Vous avez le chef boulanger, pareil. Le chef pâtissier, c'est des immenses brigades. C'était énorme. Et là, vous arrivez là-dedans, vous êtes un peu paumé. Waouh, putain. Vous arrivez à 8h, les mecs sont déjà là, à 6h. Tout le monde démarrait très tôt, travaillait très, très beaucoup. Ouais, c'est impressionnant. Et là, le temps d'adaptation a été assez compliqué, mais ça m'a permis aussi, par la suite, de pouvoir m'adapter à des situations qui étaient un peu plus compliquées aussi. Et puis là, j'étais jeune, j'avais 24 ans, et le chef du Drouan, à l'époque, Louis Grondard, qui avait 2 étoiles au guide Michelin meilleur ouvrier de France, me repère. Il me propose de devenir son adjoint. Et là, je me retrouve à 24 ans face à des responsabilités énormes, puisque j'avais une vingtaine de cuisiniers à gérer, les 2 étoiles à tenir. Voilà. Et au bout d'un an, il m'a dit, écoute, maintenant, je vais te montrer comment on fait de la cuisine. J'avais le sentiment de savoir cuisiner, mais avec lui, j'ai tout réappris. On a refait l'escoffier complet. Il a eu la gentillesse de me transmettre tout ce qu'il fallait savoir de l'escoffier, notamment le travail sur les sauces. Quand vous refaites toutes les sauces de l'escoffier, les 70 pages que vous les faites et refaites, comme une sauce à glacer d'huître, qui ne doit même pas contenir 1 gramme de crème pour la tenir, elle tient qu'avec l'albumine, le collagène du poisson et le beurre. Je vais vous dire, si vous ne savez pas faire, vous ne savez pas faire. Vous pouvez tricher, hein, mais avec Grondard, on ne trichait pas. C'était... La cuisine, c'était un truc sacré qu'il fallait certainement pas égratigner. Donc il fallait pas déconner, quoi. Tu vois, une sauce américaine, il faut pas la flamber, parce que quand tu vas flamber, tu vas obtenir de l'amertume en flambant les petits poils du homard. C'est finalement mettre l'accent sur des détails qu'on voit pas, là, physiquement, mais qu'on pressent et qu'on sent dans une assiette. Il m'a appris tout ça. Tailler une garniture aromatique parfaitement, de me dire que le céleri, c'était dans un jus, c'était là pour la minéralité, que la carotte était là pour le liant, que la tomate était là pour la clarification, que tout a un sens, en fait. Tout a une importance dans la cuisine. J'ai appris tout ça avec lui. Voilà, et d'avoir des maîtres d'apprentissage, c'est hyper important. Donc j'ai eu la chance. L'apprentissage, il choisit. Ouais, je pense qu'il a dû faire un choix à un moment, ouais. Il a dû se dire, tiens, celui-là, il est peut-être plutôt doué, je vais voir ce que je peux faire de lui, et l'amener. Il y a aussi une générosité. On faisait des clarifications, Rubicon, des choses qui me servent encore aujourd'hui. C'est extraordinaire avoir des mains travailler comme ça. J'ai appris cette rigueur nécessaire pour devenir 3 étoiles au guide Michelin. Sans être passé dans les mains de Grondard, je ne pense pas avoir eu un jour 3 étoiles. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, parce que vous êtes pleinement engagé, est-ce qu'à un moment, à cet âge-là, vous avez déjà la sensation que ça se fait au détriment de plein de choses? Parce que j'imagine que là, toute votre vie, elle est engagée là-dedans. Détriment familial, hein, c'est sûr. Moi, j'ai eu 2 garçons que j'ai quasiment pas vu grandir. Ouais. Bon, c'est comme ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était mon choix. Mes garçons ont suivi la voie, d'ailleurs. Ils ont suivi, donc ça ne devait pas les dégoûter, mais c'est comme ça. Je veux dire, vous savez, c'est un métier où on travaille quand les autres s'amusent. Hein. Comme ça, jour de l'an, on est au boulot. Enfin, pas cette année, évidemment, mais cette année, pour la première fois en 10 ans, j'ai passé mon anniversaire avec mes enfants. Normalement, je suis en train de faire Courchevel, travailler là-haut. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Bras droit du chef Grondard, Yannick Aleno va apprendre énormément.
De la technique, bien sûr, mais pas seulement, car il va vivre un événement délicat, la perte d'une étoile. Il va aussi retenir une grande leçon. Quand on apprend si vite, si jeune, quand on se concentre sur sa cuisine, on peut oublier qu'il existe un monde après le pass, et que c'est même la finalité. À côté de la cuisine, il y a la salle, et assis là, le client. Je me souviens très bien envoyer un perdreau trop cuit à un client. J'ai été le voir un peu arrogant à l'époque en disant mais écoutez, j'étais sûr de moi. 2 jours après, on recevait une lettre. J'ai jamais pris un courrier comme ça de ma vie. J'en ai parlé au chef, il m'a dit tu sais, t'aurais dû l'inviter le mec. T'aurais dû t'excuser déjà pour commencer, ce que tu n'as pas fait. T'aurais dû arrêter de te prendre pour un cador, ce que tu n'as pas fait. T'aurais dû l'inviter et m'appeler. Et on se serait excusé. Je l'ai pas fait. L'étoile Michelin, je pense vraiment que c'est la conséquence du travail. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner de perdre une étoile au guide Michelin. Il faut arrêter de raconter des histoires. On ne tombe pas une étoile Michelin par hasard. Et il a été digne d'ailleurs quand il a perdu l'étoile. Il m'a dit écoute, c'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Mais en fait, il savait très bien que c'était de la nôtre. On faisait 120 couverts, c'était pas précis. Et vous dites quoi à ce moment-là quand on voit... Je dis putain, t'as été une merde, t'as pas fait ce qu'il fallait, plus jamais ça doit t'arriver. Écoutez, c'est assez offensant d'avoir ça. Hein. Je veux dire, c'est montrer vos défauts professionnels. Donc pour moi, c'est insupportable. La critique rend profondément malheureux les chefs de cuisine. Quel que soit le niveau de consécration, ça n'a plus rien à voir. Tous. Ça, je peux vous garantir que tous. Chez Drouan, Yannick Aleno gagne en maturité et surtout grâce à l'apprentissage du chef Louis Grondard, sa cuisine prend une autre dimension. Alors forcément, quand un jeune champion devient performant, ce dont il rêve, c'est de compétition. 1994, il décroche la première place du prix international Auguste Escoffier, puis la première place encore du prix international Paul-Louis Messonnier. D'autres trophées viennent encore encourager cette rage de gagneur, mais à 30 ans, il pense au Graal qui avait révélé son goût pour la compétition quelques années plus tôt. 1999, Yannick Aleno représente la France au Bocuse d'Or. Il décroche la 2e place, laissant derrière lui 22 chefs venus du monde entier. C'est le Roland Garros de la cuisine. Là. Vous êtes en finale. 5 heures de travail intense, vous perdez 4 kilos de flotte. Puis un soulagement quand vous mettez votre plat sur le truc. Donc on peut imaginer ce que ça. J'ai mon fils qui était là. J'ai des images très précises de Thomas. Je me rappelle du regard de Grondard qui était quand même vachement fier de ce que j'avais fait. Voilà, j'ai entendu mon nom à la seconde place. Je suis même pas sûr que j'étais déçu. En fait, j'avais fait ce que j'avais à faire, le maximum de ce que je pouvais faire. La presse, c'est 400 médias, faut voir ce truc, c'est un truc de dingue. C'est recouvert internationalement. Et il me dit alors, vous n'êtes pas trop déçu? Je fais écoutez, moi je suis le premier Français à finir second. Et Bocuse m'a dit écoute, ça c'est la phrase qu'il fallait que tu répondes. Et de ce jour-là, on est devenus proches. De ce jour-là, il m'appelait par mon prénom. Ça fait aussi quelque chose quand Bocuse vous appelle par votre prénom, vous voyez. Voilà, de ce jour-là, on est devenus des amis. Tout est question de lien, tout le temps, dans ce que vous dites. Depuis le début, on a l'impression, c'est toujours une histoire de relation, des autres, de l'échange, de la transmission. La vie, c'est surtout les autres. Hein. C'est pas soi, en fait. Vraiment. C'est des histoires de rencontres, de bienveillance, de respect de l'autre, de gens que l'on rencontre qui sont bien plus compétents que soi, qui vous amènent sur certains chemins. Moi, j'ai eu beaucoup, encore une fois, je le répète, beaucoup de chance de rencontrer des gens tellement extraordinaires et pas forcément voilà, des gens qui ont réussi dans la société, rencontrer des gens qui sont dans leur simplicité, dans leur authenticité et qui n'ont besoin de rien d'autre que leur nature pour vivre.
Yannick Aleno, Bocuse d'Argent 1999, repart donc avec bien plus qu'un titre. Paul Bocuse, qui règne comme le pape de la gastronomie française, va tout de suite l'aider et lui permettre d'obtenir sa première place de chef. À tout juste 30 ans, Yannick Aleno devient numéro 1 dans sa cuisine, au Scribe, à Paris. Et le jour de l'ouverture, surprise, assis en salle, Paul Bocuse. Le bienfaiteur vient souhaiter bonne chance à son protégé, et ça va marcher, puisque 2 étoiles vont tomber très vite. Pendant 4 ans, Yannick Aleno se forge une réputation et se voit finalement appelé à prendre les commandes du restaurant de l'hôtel le plus chic de la rue de Rivoli. Yannick Aleno, 34 ans, arrive au Meurice pour vivre son heure de gloire. Je suis arrivé le 1er août 2004, la trouille au ventre. C'est une maison qui avait explosé. Et je suis rentré le premier jour avec 38 cuisiniers. Waouh! Et là, vous vous dites, putain, par quelle bouche commence, quoi? Faut répondre au room service de 170 chambres, 38 mecs qui savent pas où. Alors on va commencer à nettoyer ça. Non, ça a été une période assez intéressante. Et puis là, le premier jour où vous ouvrez le restaurant parce que vous avez 2 étoiles auparavant et que là vous avez un service de presse intégré à l'hôtel qui fait son boulot, donc vous vous retrouvez avec le premier soir votre restaurant complètement plein. Et avec un hôtel rempli de gens du Moyen-Orient, avec la machine à bons qui tourne en permanence, une espèce de micro, ça, un club sandwich, un machin, un truc, un machin. Il faut assurer. Première soirée, 2h du matin, plus rien dans les frigos. J'appelle des copains à Rungis, je fais écoute, il faut que tu me revoles les frigos parce que cette nuit il faut que je travaille encore parce que les clients commandent encore à bouffer, j'ai plus de câble. Ouais, c'est un tsunami, hein. Un an après son arrivée, Yannick Aleno obtient 2 étoilés en 2007. À tout juste 40 ans, il va faire son entrée dans le cercle fermé des meilleurs cuisiniers du monde, les triple étoilés. Son ami Paul Bocuse fait encore partie de l'histoire. C'est même lui qui va lui apprendre la nouvelle en lui demandant de le rejoindre au sommet. Il y a une photo historique où c'était les 80 ans de Bocuse à Monaco. Il y avait un fauteuil libre. Il se retourne, il vient t'asseoir là. Je regarde, je fais moi. Oui, viens t'asseoir. Et donc, il m'a fait asseoir à côté de lui. Il y avait Rebuchon, Ducasse et autres. J'étais là à côté. Bon, ça faisait un peu la gueule au 2e rang, mais moi, j'y peux rien. Hein. Et je me suis retrouvé sur cette photo. Je ne comprenais pas ce que je foutais là. Je dis, mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Il fait ta 3 étoiles. Je fais de quoi? Tu verras demain. Donc, le guide n'était pas sorti. Il avait déjà l'information de mes 3 étoiles. Les premières 3 étoiles, c'est quand même assez étourdissant. Évidemment, ça change votre vie, ça je peux vous le garantir. Mais de là à dire que j'explose de joie tous les matins, non. Au contraire, on a une responsabilité de tenir le niveau, une crainte aussi de plus l'être. Donc le seul réflexe que j'ai eu, et que je sais pas si c'est le seul qu'il faut avoir, en tout cas c'est celui que j'ai eu, c'est de se refoutre en cuisine et travailler. Moi, j'étais en haut comme Koh-Lanta sur un pylône. Hein. C'est-à-dire que l'effort, quand vous êtes là, c'est... putain, il est dur à tenir. Donc il a fallu que je m'en remette au boulot. Mais c'est l'histoire de ma vie. Hein. Dès que je commence à sentir un truc que je ne maîtrise pas, s'il y a bien un truc que je maîtrise, c'est le travail, je me remets au boulot. Le matin, je montais sur ma moto à 6h du matin, je rentre à 2h. Hein. Donc à un moment donné, ça tient. Hein. Ce qui peut être remarquable dans tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu la chance de travailler avec des gens extrêmement compétents et motivés. Peut-être et puis de leur donner aussi une vision, une idée de comment je ressens les choses et de partager, quoi. Philippe Milde, Gaël Lorieux, Maxime Gilbert, Camille Le Sec, Cédric Grolet, c'est tout ce qu'ils appellent la team 2007, tous ceux qui ont eu 3 étoiles, on a eu 3 étoiles ensemble d'ailleurs. Les mecs sont tous fiers de la période qu'ils ont pu faire. Hein, et quand on est avec des chefs, des cuisiniers de ce niveau-là, eh ben, ça fait des miracles, quoi. C'était la Dream Team. Hein. C'était dingue. Mais les périodes de grâce aussi ont une fin. Yannick Aleno arrive au Meurice au bout d'un cycle. Triple étoilé, élu chef de l'année en 2008, au sommet après des années de travail acharné, il cherche vers où emmener sa cuisine.
Si le nom d'Aleno trône sur la scène gastronomique, en coulisses, le chef tourne en rond et désespère de trouver une nouvelle terre à défricher. Il veut continuer à apprendre pour mieux se challenger. La fin du Meurice, pour moi, ça a été une espèce de souffrance où j'avais fait le tour d'une cuisine, celle que j'avais apprise. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est tout ce que tu sais faire. Il va falloir apprendre autre chose parce que tu vas te faire chier. Et quand on se fait chier, quand on va voir les clients, on a l'impression de les trahir. Je suis arrivé devant une table, je me disais, putain, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, les gens étaient ravis. Moi, j'ai des retours encore aujourd'hui en me disant, on a passé les meilleurs moments de notre vie, tu te rends pas compte, etc. Et là, tu te dis, putain, ce que je suis en train d'essayer de raconter, c'est pas du tout la vérité, quoi. Je faisais tellement cette cuisine à la fin, hein, sans le passion, que je pensais vraiment que j'étais en train de leur mentir. Hein. Et ça, c'est un sentiment que je ne supporte pas. C'est de trahir. Et donc, je me suis mis en quête d'autre chose. Et en 2013, quand j'ai goûté la quintessence d'une terrine qui tient dans une cuillère à café, là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était un jour comme un autre, avec le flot quotidien de commandes, de banquets. Et j'avais fait une terrine de Grouze. Moi-même, mariné moi-même, essayer de comprendre. J'avais fait le jus pour qu'il venait se foutre dans la farce. Tout top, franchement. Du grand artisanat. Et je sais pas, j'ai démoulé la terrine, et puis je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris le fond de la terrine, quoi. Et généralement, en tout cas moi, j'y prêtais tellement un peu d'attention que ça finissait à la plonge. J'ai goûté ce qu'il y avait dans le fond pour une fois. Et là, effectivement, les verrous se sont mis dans ma tête. En place, j'ai une révélation qui était peut-être exacerbée par ce que j'avais vécu avant de souffrance, au sens où j'avais le sentiment de ne pas donner à ma clientèle ce qu'ils attendaient. Et comme une révélation de solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me suis aperçu que la sauce était transversale. Ce jour-là ? Ce jour-là. Presque par hasard ? Complètement par hasard. Ce jour-là, j'ai vu cette lumière-là, je me suis dit, mais en fait, mon métier, ça doit être tous les jours ça. Donc le décrire, c'est compliqué, mais une espèce de révélation de dire, ah putain, ce goût-là, je l'ai jamais senti comme ça, je l'ai jamais perçu comme ça. C'est des étapes qui sont des états de grâce, de compréhension ultime de l'élément, qui sont indescriptibles, mais qui sont tellement... J'ai eu le sentiment de trouver quelque chose de nouveau, vraiment nouveau. Voilà. Donc je me suis mis en quête de faire une nouvelle écriture, peut-être de rajouter 1 ou 2 pages dans le guide Escoffier pour continuer à avancer. Quand vous partez du Meurice et que vous allez vous réfugier, entre guillemets, dans une sorte de laboratoire qui va vous permettre d'explorer de nouveaux terrains à Courchevel, c'est là que on se concentre et que les sauces retrouvent du sens et que vous les replacez au centre d'une envie. Je souris parce qu'on se croit en thérapie, quoi. Non, merci docteur, je vous donne combien. Mais c'est un peu ça, parce que vous pouvez comprendre comment vous articulez. Non mais vous avez raison, et quand je vous écoute, et parce que cette question, je me suis jamais forcément posée, effectivement, quand je me sens en sécurité quelque part, j'essaye toujours d'aller plus loin, parce que c'est étonnant comme mécanisme. C'est-à-dire que quand je me sens en sécurité dans ma cuisine, je me sens justement en insécurité. Donc je vais chercher des trucs pour être devant, plus haut, plus loin, tout le temps, pour ne pas avoir à être un jour bousculé. Et là, je travaille. Et là, je travaille, je retravaille. Vous avez toujours faim, vous, en fait, tout le temps. Vous avez... Je vis, moi. Mais non, il y a des gens qui se contentent de vivre en regardant passer les autres. Ah ouais. Vous, depuis le début... Ça s'appelle des vaches. Ouais. Quand je prends le train, je vois des vaches qui regardent passer. Moi, je suis pas comme ça. Je préfère être dans le train. Voilà. Là, on a réussi à trouver des extractions de poissons d'une blancheur incroyable qu'on a légèrement gélifiées, qui sont venus napper un filet de bar. Moi, je suis un chef saucier, donc j'ai appris la sauce. Mais quand arrivait l'été, je peux vous garantir que j'étais pas très bien, en fait, parce que j'avais pas les réponses pour donner la grandeur à ma cuisine nécessaire à cette période-là. L'hiver, putain, quand on commençait les lièvres à la royale, les choses en sauce, putain, j'excellais là-dedans. Vraiment. Et quand arrivaient les premières morilles,
On continue à faire un peu de sauce crémée au vin jaune, etc. Et puis après quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une tomate? Qu'est-ce qu'on fait avec une asperge? Quand il fait 40 degrés dehors, putain, mais vous n'avez pas envie de bouffer un truc en sauce ancienne, je veux dire. Vous avez envie de manger une gelée délicate, vous avez envie de manger un coulis, des crevisses, froid, tout ça. Mais la cuisine froide avait complètement disparu. On mangeait même plus un poulet froid. Ouais. Moi, j'en ai fait un au pavillon cet été. Les gens me regardaient, qu'est-ce que c'est bon? Bah ouais, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est rafraîchissant? J'ai retrouvé le plaisir de la cuisine froide. Et la sauce, c'est le cheval de Troie de toute cette redécouverte, en fait. Bien sûr. Ouais. Jusqu'au dessert. Vous changez les appareils. Quand vous avez trouvé ça, vous changez tout. Vous faites une extraction de coin, vous faites une extraction de genièvre, vous faites une extraction, vous commencez à jouer là-dessus. Ça change tout. Ça m'a permis de faire une grande cuisine française froide quand j'en avais besoin. Franchement, c'est dingue. En s'attaquant non pas au centre de l'assiette, mais à ce qui lie tous les éléments, Yannick Alléno renverse la table et se retrouve quasiment au sommet d'une pente vierge. Tout réinventer, repenser est alors possible. Alors fini les contrats de chef, les patrons, les résidences, Yannick Alléno, avec son expérience et sa notoriété, peut désormais envisager de trouver l'endroit qui lui permettra de s'épanouir et de déployer en sa demeure, sa cuisine et ses découvertes. Je voulais être patron. Je sentais que c'était le moment. Et je déjeune avec un ami qui me dit, écoute, tu sais, il y a le doyen, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, mais attends, tu rigoles. Le doyen, t'es malade. D'où j'ai les moyens de prendre un truc comme ça, vous vous rendez compte ce que c'est 3000 m² sur les Champs-Élysées. Et non, il y a un truc à faire et on est allé au bout de ce truc à faire. Voilà. Encore une fois, je répète, c'est une maison qui a été prise dans la souffrance. C'était très compliqué. Très compliqué, mais bon, je te dis, on est venu ici un dimanche parce qu'il fallait visiter la maison, sans que le personnel imagine avec mon épouse, et ma femme m'a dit, oh, t'es malade, faut pas aller dans ce taudis, tu peux pas faire ça. C'était dégueulasse, ici. Les rats, les souris, la maison était vraiment pourrie, il n'y a plus de vin dans la cave. Tout tenait, le fourneau tenait par des cercles, le pâtissier qui était glissé sous pour se casser la gueule. Quand vous envoyiez de l'eau par terre, ça tombait en dessous. Quand quelqu'un tirait la chasse d'eau, là, ça arrivait dans la cuisine. Enfin, c'était vraiment... Ah ouais, c'était bien. Mais bon, ça m'a jamais fait peur. Donc j'ai pris ce truc-là, même peut-être sans... Encore une fois, le matériel, le truc, c'est pas... Voilà, je savais que je pouvais passer outre tout ça. C'était pas... La maison m'a choisi, quoi. Basta. C'est une maison à la grandeur de ce que j'imaginais faire, en fait. L'espace, des recoins pour travailler, créer. Je me sens là, vous vous rendez compte de la chance que j'ai. J'en ai fait la maison la plus étoilée du monde. Je suis chez moi, je suis bien, moi, ici. Je suis content, je suis libre. Donc il y a le 3 étoiles, je dirais, gastronomie française. Il y a Abyss, qui est un restaurant japonais. On a créé un 3e pôle qui s'appelle le Pavillon avec un Y, qui est là pour le coup, qui est peut-être la réunion de ce que j'aime le plus, c'est savoir être derrière un comptoir et de bien faire à bouffer. Voilà. Et ici est né plein de choses. Est né d'une dernière réflexion, je pense, le service d'un grand restaurant de demain. On peut plus travailler comme avant, c'est terminé. Regardez un vin. Vous achetez une bouteille de vin dans un restaurant. Ce grand vin, ça fait 40 ans qu'il est dans sa bouteille. Ce grand vin, vous l'ouvrez devant le client. Un vin reçoit la quantité d'oxygène qu'un bébé qui arrive au monde. Alors lui, il n'est pas resté 9 mois, il est resté 40 ans dans sa bouteille. Donc lui, il faut lui laisser le temps de s'ouvrir. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait pour accélérer la chose? On prend une carafe et on verse ce liquide dans la carafe avec une, je crois, inhumanité extraordinaire. Et puis, évidemment, il est bon le vin, parce qu'à l'origine, il est extraordinaire, donc il devient meilleur parce qu'il s'est oxygéné un peu, mais si je dis, moi je viens, mais j'ai vraiment, ma femme aime des Bourgognes incroyables, et admettons, du marquis d'Angerville ou de chez Rousseau, et je veux lui faire plaisir, c'est nos 10 ans de mariage. Et là, on commence à dire, très bien, monsieur, écoutez, vous savez, des vins comme ça, il faut les traiter différemment. On va vous l'ouvrir la veille.
On va la remonter, tu vois. Elle est couchée depuis tellement longtemps. On va la remonter tranquillement. On va laisser le dépôt se faire gentiment. Et on va ouvrir gentiment le bouchon. Tac. Et on va la laisser respirer à l'abri de la lumière, dans une température contrôlée. Et on va monter tout doucement la température jusqu'au moment où vous arriviez. Et là, vous allez goûter le vin dans son apogée. Où on a reçu des cèpes de malade. Le chef va vous les glisser au four cette nuit, vous l'aurez demain midi ou demain soir. Ça va cuire tout doucement. Et retrouvez le temps. Puis vous réglez le menu avec le client avant qu'il arrive. Ça veut dire qu'en cuisine, il a déjà préparé sa feuille de route, qu'il a plus de stress. Est-ce que c'est pas ça le service que l'on doit rendre à un client qui vient chez nous ? Moi, je pense que oui. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Il y a ça, et je veux surtout amener tout le monde en salle, chez moi, pour avoir des gestes au service du goût. Je préfère que le maître d'hôtel, quand il va commencer à faire un geste, c'est pour, admettons, cuire une langoustine à la minute et vous la mettre dans la bouche, parce qu'elle ne pourra pas être plus instantanée que ça. Le temps, on parlait de la cuisine du temps, mais le temps peut être dévastateur sur un produit. Prenez une cuisine dite la nouvelle cuisine, celle qu'on nous a appris dans les années 90. Une langoustine poêlée, on la met sur un papier absorbant, on fait une garniture à côté, on met une sauce, on construit une assiette, on vous l'emmène. Et surtout maintenant, les assiettes, elles sont tellement dans le détail, avec la pince à épiler, les petites fleurs, les machins, les trucs. Je veux dire, la langoustine, elle vous arrive, elle est morte. Moi, je me souviens, j'étais à Osaka une fois, j'ai eu la chance, j'étais avec Monsieur Tsuji, il avait privatisé le restaurant, on n'était que 2. Et le gars, derrière son teppanyaki, nous a fait un millefeuille de bœuf aux truffes. Et il a laissé le bœuf transpirer comme ça. Et on voyait le gras qui commençait à perler sur le dessus du bœuf. Il l'a poêlé, enfin il l'a snacké. Et il nous l'a mis dans la bouche. Je peux vous garantir que ça vaut 6 étoiles Michelin. Et finalement, je crois qu'un grand restaurant 3 étoiles doit imprimer ce mémoriel. Vous cherchez à marquer ? De quoi ? Les gens qui viennent, l'époque, la gastronomie. Je cherche à être au niveau de mes responsabilités vis-à-vis des gens qui poussent la porte de cette maison. Moi, je discutais avec Anne-Sophie Pic l'autre fois, elle me disait, c'est mon père, une fois, il avait merdé un truc, il courait tellement malheureux après une voiture avec 6 bouteilles de vin pour s'excuser. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les chefs, quoi. Parce qu'on est comme ça. Après ça, c'est pas très important, on fait ce qu'on laisse. On sera plus là, de toute façon, on s'en fout. Quand nous avons quitté le chef, j'ai repensé à cette phrase. Comment le croire quand il dit « c'est pas très important ce qu'on laisse ». Comment croire qu'un homme qui a à ce point l'envie d'exceller ne veut pas marquer son époque ? Et puis, à force d'entendre ces mots, j'ai compris qu'il ne pouvait simplement pas s'arrêter. S'il sait que d'autres plus tard et même maintenant inventeront, comprendront et trouveront à sa place, il ne peut pas s'asseoir et regarder la gastronomie s'écrire sans lui. Plus jeune, il courait avec la gagne et le goût de la compétition, mais aujourd'hui, à 52 ans, ce n'est pas une question d'ego qui se joue, mais plutôt la crainte d'un sentiment, celui de tourner en rond. Se sentir en sécurité, installé, il le dit, c'est une forme d'insécurité. Yannick Aleno se sent bien s'il est engagé totalement, si lui et sa cuisine sont toujours en mouvement. Et quand nous l'avons quitté, immédiatement après nous avoir dit au revoir, il a repris son téléphone pour faire un point avec ses brigades, alors que les restaurants sont tous à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Il y avait là une image saisissante. Ce pavillon ledoyen qu'on laissait derrière nous avec ses salles vides, endormies, et en ses murs, cet homme courant encore après la cuisine qu'il proposera demain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode consacré au chef Yannick Aleno. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note sur votre plateforme et surtout à parler de ce podcast à vos amis passionnés de gastronomie. Merci au chef pour le temps et la confiance qu'il nous a accordé. Merci à Emmanuel Gilardot d'avoir pu rendre cette rencontre possible. Et bien sûr, merci à mon partenaire d'aventure, Nathan Cohen, pour avoir co-réalisé cet épisode et composé toutes les musiques qui nous ont emportés dans le récit du chef. Rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel épisode, un nouveau chef, une toute autre histoire. Et d'ici là, suivez-nous sur les réseaux Facebook, Instagram, nom de code chef au pluriel, podcast. Salut!